garçon, n'est-ce pas? Alors, comme vous avez entendu tout à l'heure, je m'appelle Micheline Brooke, j'ai fondé le club de lecture à faire cet hiver et il me fait extrêmement plaisir d'être avec vous pour partager avec vous en présence de l'auteur. C'est une première pour moi en fait et j'espère pas une dernière, mais certainement une belle première. Et je vous remercie de venir nous écouter parce qu'on va parler de ce livre ici qui s'appelle Le cheval et l'âne au bureau, l'art oublié de travailler ensemble. Et comme le soulignait si bien mon collègue Jean-Baptiste, c'est Sandrine qui a choisi d'inviter M. Schmucker parce que ce livre est très pertinent pour le milieu dans lequel vous œuvrez, dans toutes les dynamiques de ressources humaines, de conditions de travail, de situation de travail, de gestion de carrière, enfin bref, vous allez trouver là-dedans des nouvelles façons d'aborder le sujet. Donc, la première question, ça va quand même être un petit peu interactif, c'est qui connaît ce monsieur ici, M. Olivier Schmucker? Alors, un petit peu de gens. Alors, M. Schmucker, mine de rien, il est prolifique, c'est un journaliste de métier et de passion, je pense. Et ce qui est très impressionnant pour une femme comme moi, c'est qu'il blogue tous les jours. Il a un blog et il parle de gestion, d'innovation, de créativité, de choses vraiment très innovatrices. Et donc, journaliste de métier, blogueur prolifique, passionné, et j'avais quelques autres petites notes, j'y reviendrai tout à l'heure, mais je vais me servir de ça comme introduction. Je vais tout simplement inviter, il est journaliste au journal Les Affaires, peut-être un petit détail. Le nom de votre blog, ça s'appelle En Tête, c'est ça? C'est ça. Et j'ai eu l'occasion de le rencontrer en amont de cette rencontre. J'ai écrit un petit article, ça vous donnera un petit peu plus d'informations, mais je vais lui donner l'occasion de se présenter et peut-être ajouter quelques éléments pour que les gens sachent un petit peu plus sur vous, peut-être un petit secret ou un petit détail. Merci Micheline. Bonjour tout le monde. Je suis vraiment enchantée d'être là parmi vous et puis de faire connaissance avec des personnes qui finalement ne me connaissent pas pour la majorité. Donc voilà, je suis journaliste au journal Les Affaires. J'ai plusieurs casquettes. Je suis spécialisée en management, donc tout ce qui est gestion. Pour moi, c'est très large. En fait, ça regroupe tout le quotidien au travail des gens, tout ce qui concerne notre vie entre 9 à 5. Pour la plupart des gens, c'est entre 9 et 5. Donc, plusieurs casquettes. Je suis blogueur, on vient de le dire Micheline. Presque à tous les jours, je rédige un billet. Le principe est très simple. Je prends une étude scientifique qui vient d'être publiée. Je la synthétise et je la vulgarise. Et j'en sors un point qui permet de changer notre vie au travail. Un point très particulier, ça peut concerner la créativité, ça peut concerner le rapport que l'on a avec les autres. Je vais dans tous les domaines, neurosciences, psychologie, marketing. Il y a beaucoup d'études qui sont très intéressantes qui viennent du marketing. Donc ça, c'est un des volets. J'ai également une chronique dans le journal papier. Elle va bientôt revenir là, dans les prochaines semaines. Là, je parle de, plus de créativité. J'ai été, pendant tout le temps où ça a existé, le rédacteur en chef du magazine Premium. Peut-être vous avez entendu parler de ce magazine-là. Donc, du début à la fin, je me suis occupé de tout ce qui était le contenu de ce magazine. Et puis, je donne des conférences de temps à autre. Je m'attendais à un petit détail un peu plus juteux, mais c'est bien correct. Okay. On va commencer avec ça. On va travailler le dossier. Et moi, j'ai créé pour vous et M. Schmucker, je pense que c'est un cadeau qu'on lui fait parce que j'ai recruté 4 personnes extraordinaires pour faire la lecture de ce livre-là. Et ils ont relevé le défi, ils ont lu le livre et ils vont partager avec nous et M. Schmucker leurs impressions. Donc, je vais quand même donner l'occasion à chaque panéliste de se présenter rapidement et de nous dire qui êtes-vous et que faites-vous. Et on va y aller par ordre alphabétique pour pas qu'il y ait de friction. Okay, hein? Alors, Jean-Baptiste Audrery, qui es-tu et que fais-tu? Bonjour, donc moi je suis psychologue organisationnel et je travaille comme directeur marketing chez SPB Psychologie Organisationnelle. Grand lecteur devant l'éternel, alors beaucoup d'intérêt pour ce genre de littérature. Excellent. Stéphanie? Oui, bonjour. Donc moi je travaille dans le domaine du marketing et des nouvelles technologies depuis 15 ans. J'ai notamment dirigé le département de recherche marketing de COSET
Québec, mais je suis aussi entrepreneuse et administratrice de société, donc c'est à plusieurs titres que j'étais intéressée de le livre de lui. Je vais peut-être été un peu trop personnelle, mais son nom c'est Stéphanie Leloucic. Alors merci d'être là. Maintenant, Carole Pérez. Bonjour, Carole Pérez, je suis une ancienne avocate d'affaires et aujourd'hui je suis coach de dirigeants, d'équipe de direction et de cadre supérieur dans les entreprises. Merci d'être là, Carole. Et maintenant, Florian Pradon. Je pense qu'il y a quelques personnes ici qui le connaissent. C'est ça, je pense qu'on m'a entendu beaucoup de fois depuis la matinée. Donc, je suis Florian Pradon, je travaille en acquisition de talent et en attraction de talent pour une agence qui s'appelle Murel, qui, je pense, vous avez peut-être entendu dans l'actualité, a été rachetée par Publicis. Donc voilà, et je suis un passionné de mon métier, donc je me sers de beaucoup de sources de lecture, entre autres des livres d'affaires aussi. Je trouve que c'était tout à fait à propos de me convier à lire ce livre, que j'ai trouvé très intéressant. Excellent, alors une belle introduction. Alors pour ceux et celles d'entre vous, est-ce qu'il y a des gens ici qui l'ont lu? Bon, toutes des clients potentiels. Alors pour leur donner un petit coup d'œil sur le livre, dites-nous un peu le cheval et l'âne au bureau, là, oublié de travailler ensemble. De quoi parle-t-on dans ce livre? Oh bah oui, très simple. Je vais juste reprendre le titre, le cheval et l'âne. Pourquoi je parle d'un truc aussi bizarroïde pour parler de management? C'est très simple, je suis partie d'une fable de La Fontaine qui est très peu connue, le cheval et l'âne. Pour faire très simple, l'âne porte une charge beaucoup plus lourde que d'habitude et puis il n'en peut plus. Et il sent qu'il ne va plus être capable d'avancer et il demande l'aide au cheval. Et le cheval, il le regarde de haut en lui disant « c'est ton problème, c'est pas le mien, débrouille-toi, moi je ne prends rien de ta charge ». Il continue, puis arrive ce qui devait arriver, le cheval tombe et meurt. Résultat, pardon, oui, l'âne. Le cheval On suit. Parfait. Donc l'âne tombe et meurt, et le cheval donc se retrouve à porter la charge de l'âne, mais également l'âne lui-même. Et la morale de La Fontaine, c'est que si on ne trouve pas le moyen de collaborer, ben jamais on n'arrivera au moindre résultat pertinent. Alors, c'est une très belle façon d'expliquer le contenu de ce livre. On va maintenant permettre aux panélistes là, de donner leur premier point de vue. Et j'aimerais aussi vous inviter à soit poser des questions aux panélistes et ou à M. Schmucker directement pour qu'on puisse apprendre ensemble justement par cette histoire qu'il nous a racontée, qui est, à mon avis, également très intéressante. Alors, je vais commencer par Carole. Est-ce que tu es prête à donner ton point de vue? Oui. Écoutez, j'ai trouvé le livre très intéressant. Il y a des sujets qui m'ont beaucoup interpellée, comme la notion du stress, la notion de la prise de décision, la façon dont vous parlez de façon très originale de prendre une décision, la réincarnation des valeurs dans une entreprise, comme l'humilité, la collaboration, l'entraide, la transparence, beaucoup de ce temps. Aussi la notion de prendre le temps. Cette notion un peu oubliée de prendre le temps. Et reculer pour mieux sauter, je l'aime beaucoup celle-là. Et l'efficacité versus excellence. Comment vous faites la différence entre dans quel cas on est efficace et dans quel cas on est dans l'épuisement de l'excellence, et avec une notion aujourd'hui qui n'est plus... je pense que nous tous, on sait que c'est plus du tout d'actualité. Je vous avoue, moi, ce qui a été un peu difficile, c'est ce nombre d'études sur lesquelles vous vous basez à chaque début de chapitre, alors que votre plume est incisive, claire, pertinente, et vous savez bien qu'avec les études, on peut démontrer ce que vous avez démontré et son contraire. Donc, on pourrait faire une guerre d'études. Moi, j'aurais vu ça, enfin, mais ça, c'est mon opinion. J'aurais vu ça en addendum à côté, parce que vous lire à vous, c'est un vrai bonheur. Okay? Et vous avez cette façon très claire d'amener le sujet, de le simplifier, de l'expliquer avec presque un rayon laser très pointu. Donc j'ai beaucoup aimé votre écriture.
Je vous avoue qu'à partir de la moitié du livre, je vais être honnête, je commençais à sauter la partie. Je la lisais en diagonale, l'étude, mais vraiment pour aller tout de suite pour vous lire à vous. Okay. Intéressant. Je trouve ça très intéressant. Donc, et parfois c'était même un peu trop lourd, un peu trop redondant, mais dès qu'on vous lit, c'est un grand bonheur et puis d'une clarté impressionnante. Donc, moi je suis un peu une fanat de l'intelligence collective et quand vous réfléchissez au niveau de solutions, vous réfléchissez dans un mode ordre, alors qu'en fait il faudrait réfléchir, je pense, dans un mode chaos. On peut réfléchir à quand on n'est plus du tout dans un espace connu, mais essayer de mettre quelque chose d'ordonné, de chaotique dans de l'ordonné qui est déjà bien connu de tout le monde. On rentre au travail pour être performant, on rentre au travail pour... Ces espaces collaboratifs ne sont pas, bon, à part les gens qui nous écoutent, qui sont les meilleures personnes pour ce livre, valorisés. Elles ne sont pas valorisées, ces espaces collaboratifs dans une entreprise aujourd'hui. Et je le vois en tant que coach parce que ça me demande des permissions pour réunir tous les directeurs d'une entreprise pour qu'ils puissent se former, qu'on puisse réfléchir sur des choses complexes et non pas sur quelque chose compliqué. Et là où je fais la différence, c'est compliqué, oui, en me cassant la tête, en faisant de recherche, je vais arriver à trouver des solutions. Mais quelque chose de complexe, on a besoin de l'intelligence collective dans une entreprise parce qu'on est devant la page blanche. Et là, la collaboration, l'empathie, l'humilité, la force de l'entraide est extrêmement puissante. Ouf, comme introduction, c'est pas pire. Moi, je trouve ça pas pire en tout, là. Est-ce que vous me permettez quand même, parce que je pense qu'il peut pas, il faut lui donner l'occasion de poster un petit commentaire quand même. Riposter, oui et non. Je prends par exemple les études. Oui. Les études qui paraissent un peu lourdes, je peux le comprendre. Et d'ailleurs, il y a des gens qui lisent le blog et puis qui me disent « Oh, je saute toujours la page où tu expliques l'étude en question. Qui passe de 1 à 3, parce qu'il y a plusieurs pages dans le billet. Oui et non, il faut voir un peu... c'est-à-dire que je donne l'occasion aux gens de voir d'où ça vient. Ils le lisent ou ils ne le lisent pas, c'est comme ils veulent, mais il faut qu'ils voient que c'est fondé sur quelque chose de sérieux. Plutôt que juste Olivier qui affirme quelque chose. Et puis, si vous voulez savoir pourquoi je dis ça, allez cliquer sur tel lien qui va vous renvoyer à tel truc et débrouillez-vous. Non. Moi, j'aime bien avoir, quand je réfléchis sur un article qui va en profondeur, j'aime bien avoir tous les éléments. Peut-être que certains éléments me parleront moins que d'autres, mais pour moi, je trouve ça bien que quelqu'un m'ait donné à ma disposition tous les éléments pour faire ma réflexion. Je trouve qu'on va voir si les autres panélistes ont également fait cette observation, comme on prononce en Acadie. Je vais passer, c'est un bon point, je pense que ce serait intéressant d'y revenir parce que je trouve que le commentaire de Caroline est intéressant dans le sens, est-ce que vous pouvez, de votre propre cru, avancer les choses versus toujours documenter. Les deux points se valent à mon avis, mais on va aller vers Florian, je sens qu'il est prêt, le Florian, alors je sens que ça va être très profond. Effectivement, j'ai trouvé le livre très intéressant. C'est vrai que le premier aspect qui est beaucoup basé sur du pragmatisme, on veut amener tout de suite des éléments rationnels pour argumenter et étayer le pourquoi du comment. Je l'ai trouvé intéressant. Je comprends ce besoin de se justifier pour pouvoir expliquer finalement d'où vient la solution ou l'idée qu'on est en train d'amener ou la nécessité aujourd'hui. Parce que ce que j'ai senti moi, c'est avec l'introduction que j'ai trouvé très pertinente, c'est-à-dire c'est très choc. On est dans la vie de quelqu'un, cette personne se suicide à cause de son travail. On est en train d'essayer d'alerter le lecteur sur une situation qui est extrêmement grave, qui fait partie de notre réalité, qui n'est pas du tout fictionnelle, d'où les détails, l'heure, le lieu, personnifier l'individu et donner autant de détails sur ça pour qu'on s'attache à l'individu et que finalement on arrive à une fin choc qui est « il se suicide ». Et suite à ça, c'est évident qu'on veut amener à cheminer l'individu en disant voici les différents éléments qui amènent une personne aujourd'hui à cette finalité-là. Ça passe par ces constats. Et voici les constats qu'on a pu faire, et voici pourquoi on a fait ces constats, et voici les solutions qu'on amène. C'est vrai que ça
ça articule le livre, ça le rend un peu plus lourd, c'est vrai. Moi, j'aurais aimé, effectivement, mais peut-être parce que c'est mon point de vue, avoir un peu plus la conviction plus que l'explication. Mais ça s'adresse peut-être aussi à des gens qui sont peut-être un peu plus alertés et un peu plus au fait de ces réalités. Quand on parle de l'intoxication liée à l'argent, c'est-à-dire la poursuite perpétuelle de la carrière et de la question de l'argent. Toujours faire plus, toujours gagner plus. Pourquoi ? Alors, au-delà du gros constat, de le ramener tout de suite et de montrer un cas pragmatique où on a réfléchi à mais regarder de manière pragmatique qu'est-ce que ça donne quand on met de l'argent en jeu par des études qui l'ont démontré. Voici pourquoi ça amène cette toxicité et comment on peut s'en sortir. Donc je comprends que quelqu'un qui n'a pas eu l'occasion de cheminer en amont, qui ne s'est pas posé la question, il faut l'amener tranquillement à cheminer. Ça rend le livre un petit peu plus lourd à lire, mais ça permet de poser le décor puis tranquillement d'aider les gens à comprendre pourquoi et dans quelle direction on s'en va. Ce qui fait que j'ai beaucoup aimé la deuxième partie, justement quand vous amenez tout l'aspect solution. On peut travailler autrement et voici les solutions aujourd'hui qui se présentent à vous. Et là c'est plus fluide, c'est la deuxième partie. Et là on sent la passion, on sent la conviction et on voit l'espèce de lumière au bout du tunnel en disant après ce constat très noir, après ces études que j'ai pu vous montrer qui vous démontrent par A plus B qu'aujourd'hui on s'enfonce et qu'on va dans la mauvaise direction, aujourd'hui il y a une solution et voici ce en quoi je crois. Je pense que c'est, en tout cas c'est le feeling que j'ai eu. J'ai ressenti cette passion-là sur la deuxième partie. Je le recrute là pour parler en anglais. il le dit mieux que ce que je pourrais le dire. Excellent, on regarde, ça fait plaisir. Alors Stéphanie, on reviendra pour parler plus ensemble, mais je vais quand même continuer pour avoir des diversités de points de vue. Je trouve ça intéressant, Stéphanie. Donc sur le livre en général. Oui, est-ce que votre impression à vous, oui. Alors moi j'ai beaucoup aimé le fait que le livre remette en question le mode de management actuel. Parce qu'on voit effectivement qu'il y a un malaise aujourd'hui dans les entreprises avec notamment le souci de la personne qui racontait au début du livre. Donc j'aime le fait que ça remette ça en question. J'ai aimé les petites recettes qui sont distillées ici ou là dans le livre. J'en ai noté plusieurs. Prendre le temps de faire les choses bien et bénéfiques à l'entreprise, à l'équipe. Être empathique, mieux interagir avec les autres. Donc des petites choses qui nous permettent de se faire comme une petite checklist en disant est-ce que moi j'ai fait ça pour respecter le bon équilibre dans mon équipe. J'ai été très intéressée par l'organisation d'entreprise en cercle que vous avez décrit à mon dernier livre. Jean-Marc en cercle ici aussi. Pour moi, c'était quelque chose de nouveau. Je l'avais encore jamais vraiment lu et approfondi. Mais je reste quand même un petit peu sur ma faim. Peut-être que, contrairement à Carole, moi j'ai trouvé que la première partie prenait trop de place. Il y a beaucoup de choses sur comment prendre en charge la gestion du stress, comment enlever toutes les toxines qu'on a au travail. Et ça, pour moi, ça s'adressait plus aux salariés, on va dire. Et moi, quand j'ai commencé à lire, j'ai mis ma casquette de chef d'entreprise, d'entrepreneuse. Alors, je voulais, moi, les solutions rapidement. Donc, j'ai préféré pour la deuxième partie du livre, où on est en mode solution, où vous parlez donc de cette façon d'organiser l'entreprise en cercle. J'aurais bien aimé plus de comparaison de modes organisationnels possibles peut-être, parce que est-ce que le cercle est la bonne solution? C'est assez nouveau, on voit qu'il y a des choses bénéfiques, mais je ne sais pas encore si à long terme c'est une bonne solution ou pas. D'ailleurs, moi, pour animer beaucoup de discussions dans ma carrière marketing, je me rends compte qu'on est aussi en cercle, mais bien souvent la nature reprend le dessus. On voit que le leader naturel revient au galop, puis la personne qui est un peu plus timide se met un peu en retrait. Et s'il n'y a pas cet animateur, ce facilitateur, finalement, même si on est en cercle, qu'on veut tous se mettre à égalité, il y a quand même des personnalités qui ressurgissent. Donc j'aurais aimé plus de propositions de modes organisationnels possibles, faire un peu mon petit magasinage et puis essayer de trouver peut-être ma recette pour moi qui pourrait être appliquée dans les entreprises que j'ai créées. Mais c'était quand même un sacré défi, je trouve, et bravo d'avoir pris l'initiative de lancer ce livre-là, parce que c'est pas évident de faire cohabiter deux choses qui sont la performance d'une entreprise pour un chef d'entreprise et puis l'épanouissement au travail pour l'ensemble des gens qui sont là. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à écrire là-dessus, il y a encore beaucoup de choses à trouver une solution. Donc ça a au moins le mérite d'avoir eu un élément déclencheur chez moi. Excellent. Moi, je devine que Jean-Baptiste, lui, il les a aimés, les études. Comment le savais-tu? Regarde, c'est l'intuition qui me dit ça, là. Mais on t'écoute de façon générale. En fait, je pense que le livre est... On sent bien qu'il y a des choses qui sont en train de changer, puis qu'on est en train de changer de siècle.
depuis 2010, on a changé de siècle. Et on cherche de nouveaux repères, on est en transition, on voit qu'il y a des nouveaux modèles qui émergent, il y a des entreprises qui osent des choses, qui deviennent d'un seul coup des grands noms comme ça, de la façon d'organiser. Récemment, on entendait des vacances illimitées proposées par Netflix, Zappos qui propose une autre façon de gérer le personnel. Alors on entend des choses comme ça, puis en même temps notre quotidien nous ramène à du très de base. On se pose la question de savoir si on peut arriver à 8h ou 8h15 ou peut-être 9h, mais on ne sait pas sûr. On voit bien aussi que les technologies nous submergent d'autres façons possibles de travailler. Et le livre, pour ceux qui réfléchissent à qu'est-ce qu'est le travail, comment être efficace à travailler ensemble, trouver d'autres façons, en petits groupes, dans un petit département, comment travailler ensemble, ça commence souvent déjà par la prise de conscience de soi, de comment moi je travaille, puis à quoi j'adhère comme modèle. Et le livre, moi j'ai aimé le fait que ce soit extrêmement bien documenté. J'avais en tête le fait que justement c'est exactement ce qu'on entend en ce moment quand on dit pour les RH, les recruteurs, ils doivent devenir influents. Mais devenir influent, c'est souvent annoncer des évidences. Et aller chercher quelques-unes de ces évidences dans le livre, parce que vous avez des études bien documentées, des sources, ça va vous faire gagner du temps. Et puis c'est effectivement une belle revue de littérature. Là où j'ai eu un peu d'hésitation, en fait, c'est le titre. C'est le titre parce que j'ai eu du mal à... Je le trouvais audacieux pour un livre qui est vraiment un livre d'affaires. Finalement, dedans, on a des études, c'est scientifique, ça se tient, c'est indéfendable pratiquement. Encore que d'autres études pourraient venir contredire certaines études, donc lesquelles on a choisi par rapport à d'autres, c'est un autre débat. Mais le livre me ramenait quelque chose de plus philosophique, métaphorique. Et après, j'étais dans le livre, puis il fallait reconnecter les deux souvent. Donc factuel, objectif, scientifique, et plus poétique parfois. Et c'est vrai, je pense que je partage comme les autres, que j'ai aimé vos élans de synthèse et d'appropriation. Et je crois que je cherchais un peu le blogueur derrière. J'avais la crainte d'avoir une succession de blogs, de billets de blog. C'est bien intégré, mais j'avais envie d'entendre qu'est-ce qu'on pense de tout ça après. Et de l'entendre encore plus, puis finalement de le lier aux choses. Puis le dernier point, c'est qu'après je me suis dit, bon sang, ça touche toutes les choses que moi je connais, que j'ai appris, des études d'Essay et Ryan sur la motivation. Qu'est-ce qui motive les gens fondamentalement? Écoutez, c'est ce qu'on cherche tous là. Si on était capable de trouver l'interrupteur de la motivation des gens, imaginez le pouvoir qu'on aurait. Eh bien on le sait, c'est démontré, il y a des choses évidentes à faire. Puis à chaque fois je me dis, comment on peut l'appliquer? Puis c'est à chaque fois cette question-là, et ça fait beaucoup de choses à appliquer quand on le lit, et on se dit comment on va pouvoir l'intégrer et l'appliquer, et c'est là où après on se dit ok, il faut réussir à digérer tout ça. Mais pour celui qui a envie de prendre conscience, le gestionnaire, le RH, qui a envie de se mettre à jour, et de ne pas reprendre un bac comme psycho, non, c'est parfait. Donc, on survit à l'expérience, là, ça se passe bien pour vous, là. Non, on vous écoute. Je prends tout commentaire ou critique, donc pour moi tout va bien. Parce que c'est vrai, ça touche des points qui moi-même m'ont fait réfléchir. Est-ce que je fais ça, est-ce que je fais pas ça? Bon, j'ai tranché, parfois j'ai pris des solutions. Pour revenir à certains points, le mot étude là est revenu assez souvent, et puis on peut prendre une étude ou son contraire. Mais en fait, c'est ce que je croyais avant de me lancer dans tout ce travail d'analyse, d'études. Et en fait, ce que j'ai découvert, c'est que quand une étude sort, elle ne sort pas de nulle part. Finalement, et quand on regarde de près une étude, il s'appuie sur toute une base monumentale d'autres études depuis des décennies. Et eux, tout ce qu'ils font, c'est juste apporter une petite touche de plus ou une petite contradiction sur une étude qui était juste sortie précédemment. Donc en fait, c'est pas juste une étude et puis on va trouver à côté celle qui dit exactement le contraire, parce que c'est pas si simple que ça. Parce que tout s'appuie vraiment sur, finalement, ce sur quoi repose, par exemple, si on prend la neuroscience, ça s'appuie sur des décennies de recherche sur la neuroscience. Et si un gars sort une étude et puis elle dit exactement tout le contraire de ce qu'on a établi depuis des décennies,
ça ne marchera pas. Elle va se faire démolir vite fait par les autres parce qu'elle ne tiendra pas la route. Une étude, ça se vérifie, ils refont les expériences. Et donc en fait, c'est quelque chose de solide. C'est pour ça, moi, peut-être je le cherchais trop, mais je voulais vraiment quelque chose de solide sur quoi m'appuyer avant d'avancer un point. Alors peut-être c'est trop lourd, oui, c'est peut-être... mais en même temps, il y en a d'autres qui on aime ou sont on n'aime plus pas. Je veux dire, on aime ou on n'aime pas. Ouais. Je veux dire, il y a eu d'autres livres aussi qui ont fait cette expérience-là. Si on pense à Malcolm Gladwell, quand c'est Tipping Point, et lui, il fait un peu le même genre d'approche où il se documente et découvre par cette lecture de différentes sciences, différentes études scientifiques, et il fait des constats, il les met ensemble, puis tout d'un coup, on a un autre constat, puis ça fait évoluer la pensée. Mais ce que je trouvais très intéressant, est-ce que ça se passe bien ici pour tout le monde? Il est intéressant quand même, là, je voudrais qu'on pense, parce que là, la deuxième partie à l'Assemblée intéresse davantage, puis je pense que c'est peut-être ça qui est le plus bénéfique pour tout le monde, c'est de parler de ces changements-là que vous proposez, comment on peut amener un changement, puis peut-être donner l'exemple concret du cercle. Oui. Tu sais, le cercle, là, nous on est en cercle, donc on sait ce qu'est un cercle. Mais amener un cercle dans une entreprise, je vous demanderais d'expliquer un peu le concept, puis après ça, on pourrait en parler, puis voir comment vous, comme tu disais, Jean-Baptiste, si on peut appliquer ça, comment on peut faire ça lorsqu'on travaille dans un environnement professionnel et d'affaires. Donc Jean-Baptiste avait raison. En fait, dans ce livre, il y a beaucoup de pistes pour certains qui se posent différentes questions, gestion du stress ou autre, ou relation avec autrui. Il y a des pistes, mais il n'y a pas des solutions de faites l'étape A, B, C, puis vous serez forcément plus heureux au travail. C'est des pistes, c'est à chacun de trouver sa solution. Donc effectivement, je ne vais pas jusqu'à mâcher le travail pour tout le monde, mais je donne des pistes à explorer. Et une des pistes, alors je n'en ai retenu qu'un, c'est le cercle, c'est un des modèles de management qui existe depuis pas très longtemps. Et je vais vous parler d'une étude, ça vous parle ça. On vous croit. Donc, une étude qui a été menée au Canada, 2012, donc c'est assez récent. C'est très simple. Ils ont demandé aux participants de venir un par un dans une pièce et puis ils ont dit, regardez, là, à côté, il y a une salle de réunion. Vous vous installez là où il y a les feuilles et vous remplissez les questionnaires. Le questionnaire, ça permettait juste d'établir l'état d'esprit dans lequel la personne se trouvait au moment présent. Premier cas de figure, la table est rectangulaire et il demande aux gens de se mettre à un coin. Bon, les gens le font. Et puis, deuxième cas de figure, la table est circulaire. Donc, les feuilles étaient n'importe où, ça n'a pas d'importance, c'est la même chose, ils remplissaient le même questionnaire. Résultat, c'est très simple. Quand on est assis au coin d'une table rectangulaire, on est centré sur soi-même. S'il y a une réunion, on a envie d'attirer l'attention, puis de diffuser vers les autres les informations que l'on a. Quand on est assis à une table ronde, circulaire, d'un seul coup, on veut s'ouvrir aux autres, on veut poser des questions, on veut écouter les autres, on veut collaborer. Donc c'est aussi bête que ça, que physiquement, s'asseoir à un angle ou dans un cercle, ça change complètement la dynamique d'une personne et finalement la dynamique d'une réunion. D'un seul coup, on a des gens qui ont envie de collaborer, d'écouter ce que les autres ont à dire. Ça change tout. Donc l'idée du... je vais faire un petit peu plus simple finalement. Un des mots invisibles qu'il y a dans nos organisations, c'est ce que moi et d'autres, on appelle les triangles. Il y a des triangles partout. On voit la pyramide des hiérarchies. Quand on s'assied à une table de réunion, classiquement elle est rectangulaire, toujours le boss ou le leader naturel, celui qui a organisé la réunion, qui se met en bout de table. Ces lieutenants sont juste à côté, pas très loin. Puis finalement, ceux qui sont un petit peu contre, qui ont des points discordants à apporter, ils se mettent pas exactement pile en face, mais un peu dans les coins opposés. Donc on voit le triangle qui se forme. Et en fait, à chaque fois qu'il y a une équipe qui est en œuvre, vous remarquerez, il y a toujours des triangles qui apparaissent. Évidemment, c'est invisible, on ne le soupçonne pas. Mais on se positionne toujours. Là, par exemple, je suis à la pointe du triangle, mais même si on est sur un cercle. Mais il y en a toujours. L'idée, c'est de combattre ça tout simplement à travers le cercle. Alors, mais concrètement, c'est ça, c'est pas évident d'amener ça au travail et dire OK, maintenant on va mettre une table ronde et oui, ça suffit pas. Ça ne suffit pas pour amener le changement là. Comme ça a été dit tout à l'heure, il y a toujours, quand on forme un groupe, un leader naturel qui va émerger. Si ce n'est déjà le boss établi, mais ça peut être un leader naturel, celui qui maîtrise le mieux le dossier au moment où on en parle.
Et ça, on ne peut pas l'éviter, c'est humain, c'est naturel. Et puis il y a aussi celui qui va se mettre un peu plus en retrait parce qu'il sait bien que là, il ne gère pas du tout la situation. Donc je me tais et puis ça ira bien pour moi. Donc ça, c'est humain, c'est naturel. Mais en revanche, ce qu'on peut faire, c'est de décréter qu'on change le rôle et les fonctions de ce leader-là, que ce soit le leader établi ou naturel. C'est-à-dire qu'au lieu d'agir en boss, c'est-à-dire, ok, je vous écoute, je prends toutes les informations, ensuite je vais trancher. Par exemple, ça c'est un cas de figure. Ben, là, lui, il va plutôt jouer le rôle du facilitateur. C'est-à-dire que de lui-même, il se met au même niveau que les autres. Et par exemple, quand une décision a été prise par le groupe, c'est non pas d'aller dire aux uns et aux autres, bon, ben, toi, il faut que tu fasses ça, tu as ça comme ressource pour le faire, et puis ton deadline, c'est ça. C'est plutôt d'être le facilitateur, c'est-à-dire d'aller voir chacun individuellement, et puis de lui dire, ok, toi, ton rôle, d'après ce qui a été décidé par la décision du groupe, c'est ça. De quoi tu as besoin pour réussir? Moi, je vais te l'apporter. Il facilite le travail Donc, des c'est autres. une autre sorte de leadership finalement qui s'installe. Voilà, c'est ça. Je ne sais pas si les panélistes ont des questions à poser à M. Schmucker. Après ça, j'avais fait peut-être les gens de la salle à poser des questions. Mais est-ce que vous avez préparé des questions de votre côté? En fait, moi, je pense que c'est les leaders RH, les gestionnaires, les gens aussi qui lancent leur entreprise, par exemple, qui, à un moment donné, sèment ce genre qui adoptent ça, qui le sentent. Ils en ont conscience ou ils le sentent. Puis ils l'implantent naturellement. Ça s'ajuste, ça se fait bien, ça se fait moins bien. Mais je pense qu'il y a comme un travail en fait d'essaimage à faire, de nouvelles options, de nouvelles possibilités, d'essayer, ce genre de choses. Est-ce qu'en publiant le livre, vous avez reçu justement des commentaires d'entrepreneurs, de dirigeants, de chefs qui disent moi j'ai envie de l'adopter, j'ai envie de l'essayer pour tel projet, faire des micro-projets, faire des essais? Est-ce que vous avez eu du feedback là-dessus? Est-ce qu'il y a eu Le feedback, oui, j'en ai eu. Et ce sont de bonnes nouvelles, mais je ne peux pas donner de nom d'entreprise ni d'entrepreneur. Mais oui, il y a plusieurs entreprises ou entrepreneurs qui m'ont contacté, qui m'ont dit « Ok, c'est bien beau ton livre, ça m'a passionné, mais je fais quoi ?» Même si en fait c'est un peu expliqué dans le livre, mais je fais quoi? Et donc en fait oui, en ce moment, au moment où on se parle à Montréal, il y a plusieurs entreprises qui sont en train de fonctionner en cercle. Il y en a une qui est en train de radicalement changer son mode de fonctionnement. Donc c'est toute l'entreprise en agroalimentaire qui est en train de changer et de vraiment adopter le cercle. Le leader va quand même garder son petit rôle de leader, mais je veux dire le fonctionnement, tout le reste va être vraiment un cercle. C'est en train d'avoir lieu en ce moment. Il y a d'autres personnes qui m'ont contacté pour me dire ok, moi juste à l'échelle de mon équipe, comment je peux faire? Et la bonne nouvelle en fait, c'est qu'on peut passer d'un mode triangulaire qu'on a habituellement. On peut implanter un cercle dans un triangle, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire qu'on peut garder au sein d'une équipe la hiérarchie telle qu'elle est, le rôle de chacun tel qu'il est, mais on peut se dire sur un micro-dossier, un petit dossier, exceptionnellement, on fonctionne en cercle. Juste pour voir. Ça peut être un tout petit truc. Par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour rendre les bureaux plus agréables? Ils peuvent créer un petit comité, et puis de se dire on respecte les règles du cercle et on fonctionne en cercle et on va voir si finalement on arrive à une bonne solution qui est peut-être même meilleure que si on avait fonctionné en triangle. Et donc il y a des expériences qui se font à l'échelle d'équipe. Et donc ce ne sont pas forcément les PDG qui me contactent, mais plutôt les gestionnaires qui eux voient finalement l'intérêt de fonctionner un petit peu autrement dans l'équipe. Ils sentent que chacun n'est pas motivé à 100%, ne donne pas son 110%. Et ils n'ont pas envie d'utiliser un fouet ou quoi que ce soit d'autre. Ils se disent, il y a sûrement quelque chose à faire, mais... Et puis, tiens, ce cercle, ça m'intrigue, je pourrais l'essayer. On a entendu, ok, qu'est-ce que je fais maintenant? Oui. Et moi, je posais la question, pour que ça fonctionne, qu'est-ce qu'on a besoin? Est-ce qu'il faut ajouter des choses? Est-ce qu'il faut éliminer des choses? Pour faire simple, on va prendre l'exemple de Gore-Tex. Gore-Tex est réputé, là c'est pas une grande information, mais Gore-Tex est réputé pour, on va dire, ne pas avoir de leader. Et chaque équipe fonctionne
on va dire, en cercle et prend elle-même ses décisions. Ça date d'il y a des années 70 ou 80, je ne sais plus. Eux, ils ont établi en fait une liste de valeurs que devait adopter chacun. Et en adoptant ces valeurs-là, ça entraînait le fonctionnement en cercle, en tout cas le changement de mentalité par rapport au fonctionnement qu'on a tous et à nos réflexes et à nos routines. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je vais essayer de m'en souvenir, ces 4 valeurs. La première valeur, c'est solidarité. C'est-à-dire que si on sent qu'il y a un collègue qui a de la misère sur quelque chose, on ne fait pas le cheval en le regardant de haut. On essaye de contribuer ou d'alerter, ou de sonner des cloches et de voir quel est le problème et de l'aider. Solidarité. Deuxième valeur, c'est la bienveillance. S'il y en a un qui est là pour saper le moral ou pour saper le travail de tout le monde, il y en a toujours, là, on va dire, qui sont là pour casser plus que pour contribuer. Bon, bah non, là, il faut changer un petit peu de valeur, il faut veiller à être bienveillant. Troisième valeur, j'aurais un peu de mal à l'expliquer, je crois qu'ils appellent ça la ligne de flottaison. La ligne de flottaison, c'est-à-dire que par rapport aux tâches qu'on a assumées, on est toujours, si on est juste la tête au-dessus de la ligne de flottaison, ben en fait on est en situation un peu critique. On imagine quand on nage. Et puis quand on commence un petit peu là à chercher notre souffle et tout ça, c'est que ça ne va pas. Et donc à partir de ce moment-là, quelqu'un qui sent qu'il est à sa ligne de flottaison, il doit alerter. Il doit alerter les autres finalement avant que le problème n'intervienne. Dans le sens d'atteindre son niveau de compétence. Voilà, c'est ça. J'en ai trop, j'ai trop de tâches à accomplir. Je ne suis pas capable de faire ça, je suis pas parce que capable. je suis pas outillée pour le faire. C'est ça. Donc c'est aussi. Et puis il y a une quatrième. Il y avait l'engagement. L'engagement, voilà. C'est ça, l'engagement. C'est-à-dire, en fait, au départ, à la création d'un cercle, c'est une des conditions primordiales, c'est le volontariat. On ne va pas imposer un cercle à quelqu'un. Si quelqu'un ne le sent pas d'avoir un peu plus de responsabilité, mais en même temps un peu plus de liberté, si quelqu'un vraiment veut rester dans sa petite routine et dans son petit train-train quotidien, on ne peut pas le forcer non plus à dire maintenant tu es libre, vas-y tu décides, tu prends tes responsabilités, il va être écrasé. Donc il faut une base de volontariat, d'engagement de la part de chacun. Donc c'est des changements de valeurs qu'il ne faut pas faire brutalement, mais je veux dire, on a tout ça en nous. On a tout ça en nous, c'est juste qu'on a été habitué à le taire, surtout au travail. Parfois, là je peux prendre un exemple de bienveillance, quelque chose que je dis souvent pour changer votre quotidien. Et prenez votre agenda de la semaine, prenez-vous 15 minutes. 15 minutes que vous dédiez à un collègue. La première fois que vous le faites, vous marquez donc ce 15 minutes-là dans ma semaine, je vais aller voir tel collègue, puis je vais lui dire, hey, tu sais quoi, j'ai 15 minutes, là j'ai rien à faire, ou une demi-heure, si c'est possible. Qu'est-ce que je pourrais faire pour te rendre service? Comme ça, sans prévenir, spontanément. Là, j'ai un peu de temps devant moi, en fait c'est planifié. Et qu'est-ce que je pourrais faire pour te rendre service? Et puis, alors évidemment, l'autre au début, il va être déstabilisé, parce qu'il va dire, quoi, je fais pas bien mon travail, et il croit que j'ai besoin d'aide, et tout ça. Il peut y avoir un réflexe de protection, et de dire, non, tout va bien, là, je contrôle mes affaires, merci, t'es gentil, mais voilà. Et donc, en fait, c'est de convaincre l'autre que c'est juste vraiment bénévole, sans attente de quoi que ce soit d'autre. Et puis, éventuellement, de dire, on va prendre un café, 5 minutes, 10 minutes, puis on va réfléchir à la semaine prochaine, mon 15 minutes que je t'offre, qu'est-ce qu'on pourrait faire vraiment pour que je te sois utile? Ça peut être une petite chose, hein. Ça peut être une toute petite chose, mais ça change toute une dynamique dans l'équipe, ça montre de la bienveillance et c'est contagieux. C'est-à-dire que l'autre, ensuite, il voudrait être bienveillant, et pas forcément envers celui qui lui a rendu service, mais envers un autre. Ça fait boule de neige, c'est incroyable. Moi, je trouve que c'est une excellente suggestion. Oui. Là, on a parlé beaucoup de l'organisation en cercle, mais un des points qui revient souvent dans le blog aussi, c'est la gestion du temps, puis comment être plus efficace sans travailler nécessairement plus d'heures. Souvent, c'est des techniques, comme mettons, le dernier étude qui est sorti, il disait l'idéal, c'est de travailler 52 minutes, après ça, prendre 17 minutes de pause, puis une vraie pause, aller dehors, les relais, il faut que ce soit. On dirait que quand ça ne vient pas du gestionnaire, c'est peut-être difficile à intégrer dans son propre routine de travail. Je ne sais pas si vous avez un peu un conseil, que ce soit cette technique-là ou une autre, comment, quand on n'est pas en position de décider, donc on doit travailler avec d'autres personnes qui, eux, n'ont pas nécessairement la conviction que c'est la bonne façon de faire, comment soit les influencer, ou est-ce que c'est possible juste de... Est-ce qu'on fait juste se lancer là-dedans sans se soucier des autres? Donc, juste avoir votre... Il ne faut surtout pas faire, c'est l'appliquer sans prévenir.
Là, j'ai aucune responsabilité. Non, il faut que, si vous êtes vraiment convaincu que c'est un truc qui vous intéresse et puis vous avez vraiment envie de l'appliquer, donc vous êtes convaincu, on va dire, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas convaincre votre gestionnaire de l'intérêt. Et dire juste, on fait le test. Mettons 3 semaines d'affilée, si c'est un truc qui revient une fois par semaine, je crois. Laisse-moi cette fenêtre de test. Puis 3 semaines plus tard, on se revoit, je te le promets, puis je te donne un vrai feedback de ça fonctionne, ou alors le truc d'Olivier Choucair, c'est de la bullshit, et puis je m'excuse. On vous écrira là-dessus s'il y a quelque chose qui se passe. Mais il ne faut surtout pas ne pas prévenir les autres. Un exemple, une image tout simplement, c'est l'image du rameur. Là, elle est classique, là, j'invente rien, mais s'il y en a un qui change la façon de ramer par rapport à d'habitude, ou qui par exemple accélère, en se disant moi je suis en forme aujourd'hui, là je vais donner un coup de main à tout le monde, je vais aller plus vite. Si jamais il fait ça, ça va être la pagaille dans toutes les rames, puis ils vont finir par s'arrêter, ça va être le chaos. Donc, mais en revanche, s'il prévient, puis que les autres disent ok, on est capable d'aller un poil plus vite ou de suivre ton idée qui est un peu différente de d'habitude, on l'essaye. Mais donc c'est toujours en discuter. Le primordial, c'est la communication. Communiquer. Intéressant, merci pour la question. C'est quoi ton nom? Jean-Christophe. Si j'avais des cadeaux, je t'en donnerais un. Mais l'année prochaine, j'en aurai. Je reviens au panel. Est-ce qu'il y avait des questions que vous vouliez poser? Oui, j'aurais peut-être une question, mais là c'était un peu. C'est plus sur le côté justement aspirationnel. Pourquoi, malgré qu'on. Parce que dans toutes les études qui sont publiées, là, qui sont présentées dans le livre, poussent des éléments qu'on connaît depuis très longtemps. On va contre notre nature. Là je fais un peu de débat, mais anthropologique et la nature même de l'individu. On sait, on connaît les ressorts qui nous animent, on sait exactement qu'est-ce qui brise l'individu. Pourquoi aujourd'hui, alors qu'on a conscience de ça, il y a des études, il y a des organisations, Gore-Tex, Val, il y en a énormément, qui ont déjà pris le pli de prendre effectivement ces trucs, ces façons de fonctionner qui paraissent révolutionnaires, alors qu'en fait on va juste dans le sens de l'humain, en fait on va dans le bon sens, on utilise les bons leviers. Pourquoi aujourd'hui il y a encore des industries ou des entreprises qui persistent encore dans le même modèle finalement? La vaste question, peut-être je peux apporter juste un élément à la réflexion. J'imagine le gars qui a dans la tête un idéal de carrière, en se disant j'ai étudié longtemps dans mon domaine, je commence dans une entreprise qui me fait triper, j'ai du plaisir dans mon travail, puis il grimpe dans la hiérarchie, puis arrive le jour où il a vraiment un beau poste, un poste où il peut décider, il peut apporter des changements s'il le veut ou quoi que ce soit. Mais toute sa vie, toute sa carrière, ça a visé ce but-là, puis il commence à l'atteindre. Imagine que le jour où il a ce poste, on lui dit « Ok, tu changes tout ce que tu as appris, tu changes tes façons de faire, et puis on travaille autrement. » C'est-à-dire, j'ai fait tout ça pour finalement désapprendre ou déappliquer ce qu'on m'a appris à appliquer. C'est un bouleversement personnel. Il y a très peu de gens qui sont capables d'assumer. Et puis de se dire, est-ce que moi j'ai les épaules assez larges pour faire un tel changement auprès de toute cette partie de l'entreprise? Il y en a qui ne s'essayent pas. Il y a aussi une question d'autodéfense, ok, je peux essayer de pousser un petit peu dans un sens, mais est-ce que je vais vraiment faire une révolution ou un changement? Alors, le mot révolution, là, moi je mets un petit bémol là-dessus. Je ne prône pas la révolution, mais juste des changements réalistes, et puis effectivement qui ne sont pas surhumains. Mais je peux comprendre que quelqu'un qui aurait le pouvoir suffisant pour apporter ces changements-là, finalement ne le fasse pas. Je peux le comprendre, je le félicite pas, mais je peux le comprendre. C'est en fait une question de personnalité aussi. Il faut avoir peut-être dans son esprit cette envie de perturber un peu son milieu, ne serait-ce que par le plaisir de perturber, en se disant il va forcément en résulter quelque chose de positif. Ça prend du courage, c'est pas évident pour tout le monde. Mais moi, c'est dans ce sens-là que j'avais peut-être une question pour vous. Une des personnes que j'avais invitées à faire partie du panel travaille dans le milieu syndical.
Alors, j'aurais vraiment trouvé ça intéressant que cette personne-là lise ce livre-là, parce que moi, je ne connais pas le milieu des ressources humaines, je ne serais pas du tout là-dedans. Mais j'ai déjà été salariée, puis je sais ce que c'est un syndicat, qu'on a des devoirs, on a des conditions, qu'on a ceci, qu'on a cela, puis quand on vient changer le rôle et les responsabilités, bien, ça peut provoquer toutes sortes de réactions. Et j'aurais aimé avoir ce point de vue-là. Je ne sais pas s'il y en a ici qui sont proches du milieu syndical, quand on voit des idées nouvelles comme ça, qui révolutionnent un peu, excusez-moi, j'aurais pas dû dire ça, qui nous appellent à changer nos idées, de voir les choses autrement, d'agir autrement, des petits pas à la fois peut-être, mais est-ce qu'il y en a ici qui travaillent proche du milieu syndical qui auraient pu m'aider à comprendre? Ah, bien. Je pense que tout le monde est intéressé à améliorer autant le climat de travail que les façons de travailler, l'efficacité. Je pense que oui, ça vient avec certains enjeux de description de tâches, puis s'assurer que tout est kosher. On reste dans le terrain de jeu qui est admissible, qui est correct, mais on a quand même des marges de manœuvre. Alors, de voir environnement syndiqué ou pas, oui, ça vient avec des enjeux, mais de là à dire que c'est impossible. Mais je le voyais aussi dans un sens positif, dans un sens qu'au contraire, c'est un livre qui appelle à la collaboration, qui appelle à travailler ensemble, donc trouver des façons d'améliorer la situation du travailleur. Moi, je le voyais aussi sur l'autre côté. Là. Puis ce que je pense qui peut être intéressant, c'est toute la question de la gouverne fonctionnelle, ce qui est beaucoup le cas chez nous. Les conseillers ont une gouverne fonctionnelle sur leur équipe de personnel de soutien technique alentour d'eux, mais ils ne sont pas leur boss. Alors, tout ce monde-là a le même boss. Puis, mais c'est quand même le conseiller qui gère son équipe de soutien. Alors, il y a peut-être quelque chose de très intéressant dans cette idée. Moi, ça ne serait pas une question, mais plus peut-être un partage d'une expérience plus personnelle. J'ai suivi une initiation à la communication non violente, donc la CNV, pour certains qui pourraient connaître. Et dans le duo de l'âne et le cheval, j'avais envie de rajouter qui est l'animal qui représente la CNV, entre autres, la girafe. La girafe qui prend un petit peu de hauteur, du recul, qui est bienveillante, puis ça rejoint les valeurs positives. Je trouve ça intéressant finalement de regarder ces situations d'organisation en y associant des animaux qui pourraient représenter justement des rôles, des postures. Voilà, j'avais juste envie de partager ce petit point avec vous. C'est très bien, c'est on enlève le chacal et l'autre animal de la CNV qui n'aurait pas le prochain livre, on parle de la girafe. Vous connaissez la communication non violente, sûrement? Je vais dire que non. À chaque fois, je réponds non. Je n'avais pas parlé l'autre fois. Oui, je vous en avais parlé. Je préfère que les gens expliquent avec leurs mots ce que c'est. Peut-être vous pourriez expliquer à tout le monde. Je vais faire mon mieux là. Je sais qu'on est plusieurs à en avoir des petits bouts. Oui. C'est une approche de la communication qui est vraiment basée sur comprendre son propre besoin pour entendre le besoin de l'autre. Et du coup, c'est des techniques qui permettent d'être vraiment en position de recul, qui ne sont pas dans de la réaction en théorie, puis qui sont symbolisées par ces deux petits animaux. Enfin, il y en a un qui est pas si petit que ça, le chacal, c'est sûr que c'est pas très grand, mais la posture dans laquelle on souhaite être le plus possible, c'est celle de la girafe, où on prend de la hauteur, du recul par rapport à une situation, où on se distance aussi par rapport à l'autre pour mieux l'entendre, mieux le voir, mieux le comprendre. Donc voilà. Parce que dans cette approche-là, il y avait toute la notion d'empathie dont vous parlez beaucoup. Parce que moi, il reste quelques minutes. Donc moi, je vous donne la question qui tue, là. La question qui tue, c'est que moi, j'ai beaucoup aimé votre livre parce que c'est un appel au bonheur au travail. Puis moi, aussitôt qu'on parle du bonheur, moi, je suis heureuse parce que moi, le bonheur, ça m'intéresse. J'aime ça, les gens heureux, j'aime que les gens soient heureux. Vous avez choisi la gestion, vous avez choisi le travail pour arriver à développer sur ce sujet-là d'une façon très originale, très documentée, on en parlait. Mais, tu sais, une fois, je me disais, il y a un petit peu d'utopie là-dedans. Il y a un petit peu d'utopie parce que pour moi, ça m'a l'air tellement invraisemblable de pouvoir arriver, parce que ça demande vraiment une réflexion personnelle. Donc, je me disais, comment est-ce qu'on pourrait amener un changement? Donc, je me disais, on pourrait faire un club de lecture dans une entreprise et dire, on lit le livre de M. Schmucker et on en discute, puis ça pourrait amener, non mais je suis sérieux, on pourrait amener une réflexion et dire, OK, on va discuter de ces sujets-là, parce que vous amenez des belles valeurs. Tu sais, je n'ai pas parlé avec moi, on va parler d'empathie, d'humilité. La troisième, c'est l'altruisme. Je veux dire, moi, j'aime ça. Vous aimez ça, vous autres aussi. On aime ça, être humain, puis de pouvoir parler des choses
qui porte sur ces questions-là. Mais au fond, je me dis, c'est un peu utopique. Utopique, le mot il fait peur, mais comme d'autres mots qui peuvent faire peur, comme altruisme, tout ça. Là, on rejoint aussi l'idée de poésie ou de philosophie. En fait, c'est vrai que moi, je m'appuie là-dessus. Je suis convaincue, je suis persuadée qu'on a tous en chacun de nous des valeurs, mais des valeurs qui ont été occultées et écrasées. Et on a tout ça au fond de nous, et il suffit d'une occasion pour que ça se réveille. Et moi, ce que j'aimerais à travers ce livre-là, c'est que le lecteur réalise que lui, il a cette valeur-là en lui, et ça dépend que de lui de la réveiller au bureau, par des micro-changements, des micro-mesures à son échelle, et ça suffit tout simplement. Donc utopique, oui et non, parce que oui, je pense qu'il faut rêver. Oui, je m'appuie beaucoup sur la philosophie. Moi, j'ai un compagnon de vie qui s'appelle Montaigne. Et pour moi, c'est sans fin. Et il m'accompagnera jusqu'à ma mort, je pense. Mais c'est plein de valeurs, c'est plein de trucs vieillots, qu'on pourrait croire vieillots, de vieilles valeurs. Mais non, c'est quelque chose qui est permanent et constant en nous. Il suffit juste de trouver le petit déclic pour que ça se réveille. Moi, je le vois tous les jours, et puis je pense comme beaucoup de gens aussi, avec le contact avec mes 2 petits garçons. C'est dingue, toute la bienveillance dont on est capable envers autrui, parce que finalement, c'est d'autres individus. Ils pensent des trucs différents de moi. Souvent, ils me confrontent, ils s'opposent, ils ont leurs idées. On pourrait dire c'est invivable, ils crient. On pourrait dire c'est infernal. Et puis, d'où je sors une telle bienveillance pour ces 2 petits êtres qui, si je le regardais autrement, on pourrait dire ils me pourrissent la vie. Ben non.